Il est 13 heures sur toute l'étendue du territoire national. La rédaction s'installe pour vous et on doit passer une demi-heure ensemble ou un peu plus. Et c'est parti. Le journal. Moussa Papa Aïdara. C'est 13 heures dimanche. À la une de l'actualité, le chef du gouvernement à la rencontre des paysans. Les producteurs en zone office du Niger verront leur production agricole augmenter grâce au projet d'irrigation Débou 4. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre pour un coût de plus de 33 milliards de francs CFA. Un ambitieux projet en vue de rendre l'agriculture plus verte et plus résiliente aux paysans. Comme invité de ce 13h dimanche, nous recevrons le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, revient d'une tournée dans la région de Ségou où il a mené plusieurs activités, notamment la rencontre avec les jeunes à Fana, Djoïla et Massigui. Avec lui, il sera surtout question des enjeux de ce déplacement ministériel et l'inauguration du stade Amarindao rénové. Au terme d'une compétition serrée, c'est désormais le Djiboutien Mohamed Ali Youssouf qui dirigera la présidence de la Commission africaine de l'Union africaine. Il succédera au Tchadien Moussa Faki Mahama. Et l'actualité internationale sera en pointillé également avec Bourama Traoré qui sera en direct dans ce studio. Pour les mordus du ballon rond, c'est un derby de titans qu'il s'apprête à vivre dans quelques heures. Le stade malien de Bamako face au Djoliba AC. Les Rouges de Bamako, leaders du championnat, seront face à une équipe stadiste qui monte en puissance avec 2 victoires consécutives à son actif. Les enjeux sont élevés, une rencontre qui promet du spectacle et des émotions sur et hors du terrain. À suivre dans Focus Santé, le quotidien de 3 jeunes qui souffrent des maladies dites rares. Entre douleur et pitié, nos 3 jeunes se battent au quotidien contre différentes pathologies. L'association des maladies rares enregistre plus de 2000 personnes soupçonnées d'avoir des maladies rares. Les détails en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, ce communiqué. Le ministre des Mines a le regret d'informer l'opinion nationale d'un effondrement sur un site d'exploitation aurifère dans la localité de Bilalikoto, située à quelques kilomètres de Dabia, cercle de Kenyeba, dans la région de Kaï, ce samedi 15 février 2025. Malheureusement, l'incident a causé la mort de plusieurs personnes et fait des blessés. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Mines, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a pris pour le repos de l'âme de toutes les victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et enfin présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Le ministre des Mines suit l'évolution des opérations de recherche des victimes en relation avec les services de la protection civile. En outre, une réunion de crise avec l'ensemble des départements ministériels concernés se tiendra ce dimanche 16 février 2025 en vue de décider des mesures urgentes à prendre. Face à ce drame regrettable, le ministre des Mines réitère son invitation aux communautés vivant près des sites miniers à un respect scrupuleux des exigences de sécurité. Je vous amène directement à Djoïla où le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, est arrivé ce matin. L'agriculture au cœur du déplacement du chef du gouvernement accompagné de plusieurs ministres. Après Ségou, la population du Baniko a réservé un accueil chaleureux à la délégation ministérielle. Le général de division Abdoulaye Maïga a visité l'usine de la CMDT et a échangé avec le producteur de coton. Il a aussi présidé la rencontre des cadres de la région. Nous sommes en ligne avec notre correspondant sur place, Moustapha Doumbia. Bonjour Moustapha. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Alors, c'était un agenda chargé pour le chef du gouvernement, vous nous dites, mais quel est le message que le Premier ministre apporte aux paysans? Moussa Papa Aïdara, il faut dire que la population du Banikor s'est fortement mobilisée pour accueillir la délégation conduite par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cet accueil a été suivi par la visite aux notabilités. Et c'est donc à la place publique que le Premier ministre s'est adressé à la population de Djoïla. Et dans son allocution, il a insisté sur la paix et la cohésion sociale. Ces mots du Premier ministre sont précédés de ceux du maire de Kaladougou. Kaladougou, c'est l'appellation de la commune de Djoïla. Et le maire Yacouba Dowele Mariko a, au nom de sa population, réitéré l'engagement à soutenir toutes les initiatives des autorités de la transition. Le maire qui a aussi évoqué la construction en cours dans la ville de Djoïla
des monuments dédiés à l'AES. La délégation conduite par le général de division Abdoulaye Maïga s'est aussi rendue à l'usine de la CMDT de Dioula, vous l'avez dit. Et à ce niveau, il faut noter que c'est l'égrainage du coton qui est actuellement en cours. Après donc un cadre d'échange avec les producteurs de coton, le Premier ministre a remis des semences à certains producteurs agricoles, des producteurs agricoles dont les champs ont été touchés par l'inondation. Alors la dernière activité, c'était donc la conférence des cadres, une conférence des cadres qui vient juste de prendre fin il y a moins de 10 minutes, une conférence des cadres présidée par le Premier ministre Moussa Papa Aïdara. Merci beaucoup Moustapha Doumbia pour ce compte rendu fidèle. Et je rappelle que c'est une visite à l'intérieur du Mali que le chef du gouvernement a entamée depuis vendredi pour être au plus près des producteurs agricoles. Dans la capitale des Balanzans, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé au lancement des travaux du projet d'irrigation Ndebougou 4 en zone office du Niger, d'un coût global de 33 milliards 474 millions de francs CFA et financé par la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement malien. Le projet vise à augmenter la production agricole des petits agriculteurs. C'est le Premier ministre qui a donné le coup de pelle consacrant le lancement du projet placé sous le haut patronage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Envoyés spéciaux à Ségou, Mamari Koné et Aliou Touré. Forte mobilisation autour du lancement des travaux du projet d'irrigation Ndebougou 4 en zone au du Niger. D'abord à Nyounou, chef-lieu de cercle, le Premier ministre chef du gouvernement est accueilli par une foule nombreuse. Par cette mobilisation, la population exprime son soutien aux autorités de la transition. À une quinzaine de kilomètres de là, plus précisément à Ndebougou, est prévu le lancement du projet. Cheikh Salah Babi, premier adjoint au maire de la commune rurale de Sirifila Boundi. Permettez-moi de remercier toutes les autorités de la transition à travers vous, à commencer par son Excellence le général d'Allemagne Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la concrétisation de ce projet, qui est une volonté politique exprimée à travers l'un des trois principes qui guident l'action gouvernementale, notamment la prise en compte des intérêts des populations dans les décisions prises. Le projet d'irrigation Ndebougou 4 vise à augmenter la production agricole des petits agriculteurs par la réhabilitation des périmètres d'irrigation agricole dans la zone Ndebougou de l'Office du Niger. Badra Aliou Traoré, président directeur général de l'Office du Niger. Ces travaux s'articulent sur 4 points essentiels. Il y a un premier lot qui s'agit de travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures. Il y a un deuxième lot qui est les travaux de réhabilitation du casier numéro 1, ça veut dire le village N21 à N28. Ensuite, il y a un second lot ici, du village N29 à N17. Ça, c'est les 3 lots. Et puis, il y a un derrière, ça, c'est les travaux de réhabilitation et construction du système de drainage. Après la présentation du projet, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a donné le premier coup de pelle qui consacre le lancement des activités du projet. Général de division Abdoulaye Maïga. Ces infrastructures contribueront à l'augmentation de la production des exploitants agricoles de la zone Office du Niger, et particulièrement de Ndebougou, et à l'utilisation du potentiel économique de l'irrigation pour une agriculture durable, rentable et une sécurité alimentaire accrue. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de notre engagement commun en faveur de l'atteinte des objectifs de l'Office du Niger, à savoir l'autosuffisance alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et la prospérité des communautés locales. D'un coût global de 33 milliards 474 millions de francs CFA, le projet Ndebougou 4 est financé par les gouvernements maliens et allemands. La présence aujourd'hui de la République fédérale d'Allemagne aux côtés du Mali témoigne de la volonté du gouvernement de collaborer avec toutes les bonnes volontés respectueuses des principes qui guident l'action publique dans notre pays, à savoir, je cite, le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Fin de citation, inscrit dans notre Constitution. La République fédérale d'Allemagne est le premier pays à reconnaître notre souveraineté. Ce pays ami nous accompagne dans la préservation des intérêts de notre peuple à travers des actions multiformes et les travaux d'infrastructures agricoles. Aussi, au nom du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et du peuple malien, je tiens à remercier la coopération allemande pour cette marque de solidarité. Les travaux seront exécutés dans 16 mois hors saison des pluies.
Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, était lui aussi en tournée dans la région de Dioïla Ségou. Il a rencontré les jeunes à Fana, Dioïla et Massigui. Dans toutes ces localités, le ministre Fomba a invité les jeunes à l'unité. L'événement majeur était aussi l'inauguration du stade Amari Dao rénové. Nous sommes actuellement en ligne avec monsieur le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et je le disais à l'instant, vous revenez d'une tournée à l'intérieur du pays et vous avez échangé surtout avec les jeunes. Mais avant, c'était quoi les enjeux de cette visite à Dioïla et Ségou? Il s'agissait pour nous, pour un départ, de faire un lancement d'abord du meeting de Fana. Il y avait un meeting de soutien aux FAMA qui se tenait à Fana. Donc, il s'agissait de faire le lancement de ce meeting. Mais également, vous savez, le président de la transition a beaucoup insisté aujourd'hui sur les effets néfastes de la consommation de la drogue. Donc, c'était également le moment opportun de pouvoir également faire ce lancement de sensibilisation au niveau de Fana. Donc, à la suite de cela, il y a eu l'inauguration de la Maison des Jeunes. C'est une Maison des Jeunes qui est là depuis plus de 3 ans, qui n'avait pas été inaugurée. Et je pense que nous avons pu terminer les travaux et finalement procéder à l'inauguration au niveau de la Maison des Jeunes, au niveau de Massigui qui est à quelques 80 km de Dioïla. Également, c'était pour nous l'occasion, à chaque fois que nous nous rendons dans les localités, de rencontrer les jeunes. Et c'est ce que nous avons fait et à Massigui, et à Fana et Dioïla, pour rencontrer les jeunes et échanger avec eux. Et justement, qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement? Alors, ce que nous avons échangé avec les jeunes, c'est que aujourd'hui, vous savez, la position, le message du président de la transition est très clair et sans ambiguïté concernant la jeunesse. Nous sommes le bouclier de la nation. Donc, c'est un rappel qu'il faut faire par rapport aujourd'hui à l'engagement que les jeunes doivent avoir, l'engagement, le rôle que les jeunes doivent aujourd'hui prendre dans le cadre du développement de leur communauté. Toute décision qui pourrait être prise par les plus hautes autorités, il faut impérativement la position des jeunes à pouvoir s'inscrire dans cette disposition-là. Et leur rappeler aussi que nous avons perdu assez de temps et qu'aujourd'hui, nous avons une volonté politique qui est affichée, qui est claire. Et c'est maintenant ou jamais de maintenir le flambeau du changement, de soutenir aujourd'hui les actions de la transition et d'écrire les nouvelles pages de notre pays. Donc ce sont ces rappels-là que nous faisons au niveau de la jeunesse par rapport aux différentes rencontres que nous faisons. Et quel constat vous avez fait sur le terrain en termes d'engagement des jeunes? Alors, c'est quand même assez exceptionnel. Nous avons aujourd'hui, nous remarquons un engouement sans limite. Les gens sont informés du contexte et font une analyse assez claire des enjeux qui sont aujourd'hui en cours. Et nous ressentons aussi cet amour, l'amour de la patrie et des autorités. Beaucoup de jeunes prennent conscience de cela et savent qu'ils ont vraiment ce rôle-là à jouer. Et cet amour, il est visible. Et aujourd'hui, nous avons aussi une jeunesse qui semble être requinquée à bloc derrière les FAMA. À travers tous les sacrifices qu'ils sont en train de faire, ils comprennent tout cela. Ils savent qu'eux aussi, ils doivent, comme les FAMA, jouer leur rôle et s'engager dans le pays. Et ils vivent la transition aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils l'ont dans leur quotidien, ils le vivent. Ça, c'est vraiment les constats que nous avons eus au niveau de nos différents passages sur le terrain. Très bien. L'inauguration du stade Amari Dao rénové, qu'est-ce que cela va apporter au sport ségovien? Et au-delà du sport, quelles sont les autres commodités du stade? Bon, déjà, ce que je peux dire, c'était une inauguration avec le Premier ministre. Vraiment, c'était exceptionnel. Nous avons un stade de haut standing qui respecte les normes CAF et FIFA de catégorie A. Et vraiment, avoir un stade de ce niveau-là, c'est une volonté du président de la transition de pouvoir mettre le sport, de transformer le Mali en pays du sport. Ça va aider déjà dans le cadre de la performance de nos athlètes sur le terrain. Le fait d'avoir des infrastructures de haut niveau permet à nos athlètes d'être dans les mêmes environnements que dans d'autres pays pour pouvoir compétir à des niveaux très élevés. Vous savez, nous avons deux éléments dans notre département que nous avons commencé à lancer il n'y a pas très longtemps. C'est déjà la détection des talents et ces infrastructures vont nous permettre d'appuyer à détecter les talents au niveau déjà de Ségou.
mais également l'encadrement des joueurs de haut niveau. Aujourd'hui, nous avons des joueurs de très haut niveau, mais nous allons souvent dans des compétitions internationales et le résultat n'est pas forcément à notre souhait. Donc il était important de voir quelles sont aujourd'hui les dynamiques à mettre en place, et ces infrastructures vont nous aider non seulement à encadrer ces acteurs de haut niveau, mais à les accompagner bien avant que nous puissions arriver à des grandes compétitions internationales. Donc ces infrastructures placent également le Mali aujourd'hui au niveau des pays qui ont les infrastructures les plus modernes et qui sont dans les normes à travers toute l'Afrique. Je pense que si vous regardez le classement aujourd'hui, le Mali est très très bien placé. Et je pense que de plus en plus nos stades aussi sont homologués par la CAF et la FIFA. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous retenons. Et c'est parce qu'il y a cette volonté politique aujourd'hui, c'est parce que c'est une volonté du président de la transition, et je pense qu'il y en a d'autres à venir, Inch'Allah. Au-delà de votre déplacement à l'intérieur du pays, près de 700 jeunes étaient également en formation ici à Bamako. Quel est l'intérêt d'une telle formation et qu'attendez-vous de ces jeunes? Alors, vous savez, il s'agit des présidents élus du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a été très longtemps cette fêtière qui avait été pointée du doigt comme étant une fêtière qui ne remplissait pas son rôle, normalement en termes de coordination et d'animation de la jeunesse. Je pense que la dynamique a changé. Aujourd'hui, nous avons un Conseil national de la jeunesse avec des acteurs qui ont été élus par leurs acteurs locaux sans vraiment qu'il y ait de bruit. Je pense que tout le monde l'a suivi. Et leur engagement, il fallait que nous, au niveau du département, nous puissions les doter. On peut être jeune, vouloir bien faire et ne pas avoir les outils nécessaires. Donc il était important pour nous de pouvoir les inculquer les formations sur la citoyenneté, sur le civisme, le patriotisme, la connaissance de leur environnement, mais également le rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui en tant qu'acteurs, animateurs de la jeunesse. Je pense que cela se fait et ça se clôture demain. Et nous sommes très heureux de voir que près de 700 présidents élus ont fait le déplacement par eux-mêmes. Ce n'est pas l'État qui envoie de l'argent, c'est qu'ils sont venus par leurs propres frais pour participer à cet événement. Et plus de 700, je pense que c'est une première aujourd'hui. Et ça va nous permettre aujourd'hui d'avoir des acteurs qui sont dans une dynamique transformatrice. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'aujourd'hui, ils doivent eux-mêmes se transformer pour pouvoir transformer la jeunesse au niveau local. Transférer les messages aujourd'hui des plus hautes autorités auprès de la jeunesse. Et expliquer à cette jeunesse-là qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir le Malicrois que nous rêvons, le Malicrois que nous voulons, sans que les acteurs jeunes ne s'investissent réellement par amour et par patriotisme pour leur pays. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont compris et voilà, nous sommes dans cette dynamique-là. Et une dernière chose, je suis très très fier d'eux, parce que aujourd'hui, ils ont montré leur engagement, leur volonté à apprendre et à défendre leur pays, et ils le montrent. Et ça, c'est important. C'est ce que je peux retenir par rapport à ces acteurs jeunes qui sont venus aujourd'hui pour cette formation. Et moi qui voulais vous demander si vous avez un message particulier à faire passer auprès de la jeunesse. Alors, le message que je peux dire, c'est que j'attends toujours qu'ils aillent planter ce qu'ils ont appris. Lorsqu'on apprend et qu'on garde pour soi seul, je pense que ce n'est pas très utile. Il s'agit ici de les appeler à aller planter ce qu'ils ont appris dans leur communauté, à défendre leur pays. J'attends également d'eux qu'ils soient les relais de l'État pour orienter, soutenir, aider les autres acteurs de leur communauté dans le sens des défis actuels que nous avons, et ces défis actuels qui sont tracés par les plus hautes autorités, et notamment répondre à l'appel du président de la transition. C'est important. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous. Et je rappelle que nous étions avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui vient donc d'une tournée dans les régions de Dioula et Ségou. 13h19, suite de ce journal, ce communiqué de presse qui vient de nous parvenir à l'instant. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a appris avec préoccupation sur certains réseaux sociaux des témoignages selon lesquels certains détenteurs du nouveau passeport biométrique de la République du Mali, passeport AES, ont rencontré des difficultés administratives lors des formalités de voyage auprès de certaines missions diplomatiques et postes consulaires. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile précise qu'à ce jour,
il n'a pas été saisi officiellement de difficultés relatives à l'utilisation du dit passeport. Il en est de même du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Toutefois, les deux départements ministériels procèdent à une vérification de ces allégations. En cette circonstance, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rassure l'opinion que les passeports AES respectent toutes les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et leur mise en circulation à partir du 29 janvier 2025 a également respecté toutes les procédures administratives de notification officielle préalable conformément aux règles et pratiques en la matière. En effet, dès le 22 janvier 2025, l'OACI, l'ensemble du réseau diplomatique extérieur du Mali et toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisies du lancement du passeport AES. Cette saisine a été suivie de la transmission des spécimens physiques. Le ministère poursuit les interactions avec certains partenaires sur des questions spécifiques liées à leurs procédures internes et exigences particulières en vue de lever diligemment toute difficulté susceptible d'impacter négativement la libre circulation des détenteurs de ces passeports. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile invite les détenteurs des nouveaux passeports à le saisir en cas d'éventuelles difficultés. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées PRTD Mali, les ministres en charge de l'environnement et des transports ont donné le coup d'envoi des travaux d'élargissement et de rehaussement de certains tronçons, cela dans l'optique de protéger les berges du fleuve et prévenir les inondations. Coût de l'investissement, plus de 4,5 milliards de francs CFA. Le point avec Oumar Maïga. Le lancement des travaux d'élargissement et de rehaussement de la digue route d'accès au gouvernorat, la réhabilitation de la rampe d'accostage, le dragage et le curage des sédiments sur la voie d'accès au quai, entre autres, par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et celui des Transports et des Infrastructures, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées PRTD Mali dans la région de Mopti. Issa Kansaï, maire de la commune urbaine de Mopti. Si Mopti est à un tournant de son développement, il est essentiel que ces projets puissent impacter directement sa population, c'est-à-dire sa jeunesse. C'est pourquoi je plaide pour l'employabilité des jeunes dans l'exécution de ces travaux. Général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. La réalisation de ces infrastructures dans notre région est l'expression de la volonté des plus hautes autorités de la transition de satisfaire les demandes critiques d'urbanisation de nos villes et de nos communautés inclusives, pour que ces mêmes communautés soient plus résilientes, productives et viables. Le projet Restauration des terres dégradées, soutenu par le gouvernement malien avec l'appui financier de la Banque mondiale, est une réponse efficace aux différentes sollicitations des populations pour relever les défis environnementaux. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Face aux défis environnementaux, nous procéderons avec un investissement de 4 567 897 910 francs CFA au lancement des travaux et l'élargissement de la digue route d'accès au gouvernorat sur une distance d'un peu plus de 2 km afin d'améliorer la circulation et protéger les berges et la ville des inondations récurrentes. Le dragage, le curage des sédiments sur 2195 km de voies d'accès au quai, garantissant ainsi une meilleure navigabilité et une fluidité des activités portuaires. Ces travaux qui démarreront dans la région de Mopti vont sans nul doute renforcer et améliorer les équipements et demeurent un véritable investissement pour la cause de l'environnement commun fondé sur le progrès et la durabilité. Mopti, Oumar Meiga et Diakelia Traoré pour l'ORT. 23 minutes au-delà de 13 heures. L'actualité internationale à présent. En Éthiopie, lors du sommet de l'Union africaine, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssef est élu à la tête de la commission de l'organisation. Il succédera au Tchadien Moussa Faki Mahama.
dont le second mandat à la tête de l'organisation s'achève le 15 mars prochain. Lassine Keita qui vient de me rejoindre dans ce studio, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Une élection serrée finalement remportée au bout de 7 tours. C'est une élection à suspense qui a finalement vu la victoire de Mahamadou Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères djiboutien, après 7 tours. Il s'est hissé à la tête de l'organisation avec 33 voix sur 49, renversant le Kenyan Raila Odinga, présenté comme le favori et qui pouvait notamment compter sur le soutien de l'EAC ainsi que sur sa renommée à l'international. Il était en tête au premier tour avec 20 voix. Mahamadou Ali Youssouf, quant à lui, est progressivement remonté, bénéficiant notamment du report des voix du candidat malgache. Éliminé dès le 4e tour, rétrogradé 2e à la fin du 6e tour de vote, Raila Odinga a dû se retirer comme le prévoient les statuts de l'Union africaine. Le nouveau président ne manque pas d'atouts pour relever les défis qui l'attendent. Cette victoire de Mahamadou Ali Youssouf n'a pas surpris les fins connaisseurs de l'Union africaine. Ces derniers jours en coulisses, beaucoup de diplomates vantaient sa compétence, sa maîtrise des dossiers et sa connaissance de l'institution, des qualités essentielles à l'heure où l'Union africaine traverse une crise de son leadership. Le nouveau président de la Commission est décrit comme un homme droit et rigoureux, mais aussi dynamique par ses proches relativement jeunes, 59 ans, et familier des arcanes de l'Union africaine qu'il pratique depuis 20 ans en tant que ministre des Affaires étrangères du Djibouti. Il parle aussi 3 langues, anglais, français et arabe. Mahamadou Ali Youssouf n'aspire pas à devenir un chef d'État. Il présente donc un profil plus neutre dédié à sa mission davantage qu'à ses ambitions personnelles. Il a d'énormes défis à relever pour les 4 prochaines années, d'autant plus que le continent traverse de multiples crises et secoué par les conflits. Mahamadou Ali Youssouf prendra ses fonctions le 15 mars prochain. Moussa Papa. Merci, Lassine Keita, pour toutes ces informations. Je me tourne à présent vers vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Nous allons poursuivre avec vous sur les brèves internationales et nous restons en Éthiopie où les dirigeants africains avancent sur une agence de notation financière panafricaine. Et tout à fait, si les notations des agences occidentales sont jugées et sont parfois considérées injustes et fausses, les dirigeants africains souhaitent donc créer leur propre agence qui intègre des données et des indicateurs spécifiques au continent. Elle devrait être officiellement lancée en juin prochain. Selon le président kényan William Ruto, cette agence doit être crédible au niveau mondial et s'appuyer sur des données rigoureuses, crédible et répondre à des normes d'évaluation strictes. Mais surtout, a-t-il conclu, elle doit refléter correctement la réalité de l'Afrique. En République démocratique du Congo, il faut éviter l'escalade régionale, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les patrons de l'ONU s'exprimaient devant les dirigeants internationaux lors du sommet de l'Union africaine. Il a insisté sur la nécessité de trouver une issue diplomatique au conflit. L'impasse doit cesser, le dialogue doit commencer et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées, souligne Antonio Guterres. Au même moment, les rebelles du M23 progressent. Ils seraient à présent à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui n'était pas présent au sommet, continue d'interpeller la communauté internationale, d'intervenir pour contenir les rebelles et d'inscrire le Rwanda sur la liste noire des pays qui les soutiennent. Au Sénégal, un rapport de l'ONU relève une surpopulation carcérale jugée dramatique et inhumaine. Des chambres extrêmement encombrées où les détenus dorment tête bêche, voire à tour de rôle dans les couloirs, souligne les rapports. Face à ce constat, l'ONU appelle les autorités sénégalaises à prendre des mesures urgentes pour alléger la pression sur le système pénitentiaire et garantir des conditions de détention dignes. En Guinée, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme de Zérékoré a publié vendredi son rapport d'enquête sur la tragédie survenue le 1er décembre 2024 dans le plus grand stade de la capitale de la région forestière. Dans son rapport de 44 pages, le défenseur des droits humains des Zérékoré souligne une responsabilité de l'État à tous les niveaux, du président de la délégation spéciale au secrétaire de la présidence en passant par les ministres, les préfets et les forces de l'ordre. Le 1er décembre 2024, la finale d'un tournoi de foot organisé à la gloire du président de transition Mamadi Doumbouya a tourné à une bousculade meurtrière. 56 morts selon le bilan officiel, au moins 140 morts selon le collectif des ONG qui pointe une volonté de l'État de dissimuler la vérité. Nous sommes à présent au Togo, première élection sénatoriale pour lancer le régime parlementaire.
Hier samedi, 41 sénateurs sur 61 ont été élus par les conseillers municipaux. Les 20 restants seront désignés par le président de la République, Faure Gnassingbé. C'est une étape jugée importante dans la mise en place des institutions de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 qui a fait basculer le Togo dans une 5e république. Une partie de l'opposition n'a pas participé à ces élections sénatoriales, comme l'Alliance nationale pour le changement, les forces démocratiques pour la République ou encore la dynamique pour la majorité du peuple. Tous dénoncent ce processus et y voient un moyen pour l'actuel chef de l'État de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Cette autre actualité qui concerne plus nos assiettes. Au Maroc, la crise de l'élevage fait monter le prix de la viande et menace la fête de Tabaski. En l'espace de 9 ans, le Maroc a perdu plus d'un tiers de son cheptel national, selon le ministre de l'Agriculture, Ahmed El Bouari. Les troupeaux ont fondu à cause des stress hydriques, alors que le royaume vient d'entrer dans sa 7e année de sécheresse. Les zones de pâturage ont rétréci et les remplacées par des aliments pour bétail coûtent cher, mettant la pression sur les éleveurs. Résultat, les prix de la viande explosent et le sacrifice de l'Aïd El-Kébir est menacé. Décision rarissime, prise 2 fois seulement dans l'histoire du Maroc, l'annulation du sacrifice de l'Aïd est désormais évoquée dans les médias locaux. En conférence de presse, le ministre de l'Agriculture a refusé de commenter ce sujet. Il faudrait y voir clair. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et son homologue américain, Marco Rubio, ont eu un entretien téléphonique hier. Oui, dans cet entretien téléphonique, les deux diplomates ont convenu de travailler à la restauration des dialogues intergouvernementaux mutuellement respectueux. C'est là conformément au ton donné par les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Brahma Traoré, pour toute cette actualité sur la scène internationale. 13h30, la suite de cette édition. Ce dimanche, le classique du football malien oppose le Stade malien de Bamako au Djoliba AC. Les Rouges de Bamako, leaders du championnat, seront face à une équipe stadiste qui monte également en puissance avec 2 victoires consécutives à son actif. Les enjeux sont élevés. Le Djoliba AC veut maintenir son avance tandis que le Stade malien vise à grimper dans le classement. Une rencontre qui promet des spectacles et des émotions sur et hors du terrain. La présentation de cette affiche avec Famorou Djorté. Le football malien sera en émoi ce dimanche 15 février 2025 avec le match tant attendu entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC, 2 géants du football malien et rivaux de longue date. Ce match en retard de la 6e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle s'annonce d'ores et déjà comme un choc plein de promesses où l'honneur et la fierté seront en jeu. Bamoutou Kane alias Mourlé, coach du Stade malien de Bamako. Le match Stade Djoliba comme le Djoliba Stade, c'est tout à important, c'est tout à envie de jouer, c'est la présence. Demba Mamadou Traoré, coach du Djoliba AC. Nous savons que Stade Djoliba Stade, ça a été toujours de très grands matchs qui mobilisent énormément de monde. Donc c'est un match que nous préparons avec beaucoup de sérieux et de concentration. Leader du championnat avec 21 points, le Djoliba AC arrive avec sérénité. Les Rouges de Bamako comptent 6 victoires et 3 matchs nuls en 9 matchs disputés et ils n'ont encaissé que 2 buts. Le coach Demba Mamadou Traoré et ses hommes vont vouloir consolider leur position de leader et de distancer leurs poursuivants. De son côté, le Stade malien de Bamako, actuellement 7e avec 16 points, connaît une saison quelque peu contrastée avec 4 victoires, 4 matchs nuls et une défaite. Les Blancs de Bamako ont certes inscrit le même nombre de buts que les Rouges, 13, mais ont une défense plus perméable et ont encaissé 5 buts en 9 matchs. Néanmoins, les stadistes restent sur une dynamique de 2 victoires convaincantes contre Binga FC 4-0 et les Étoiles du Mandé 2-0. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien que le Djoliba AC soit en tête du classement, la rivalité historique entre ces deux clubs rend le résultat de cette rencontre difficile à prédire. Demba Mamadou Traoré, entraîneur du Djoliba AC. Bien vrai que le résultat ne soit pas déterminant pour le titre, mais le vainqueur prend toujours un ascendant psychologique. Mamoutou Kane, entraîneur du Stade malien de Bamako. On s'est préparé dans la saison pour ça, pour affronter toutes les équipes. Le Djoliba ne fait pas cas particulier, donc on va jouer contre le Djoliba. Et ce match, on le joue avec toutes nos forces. Dans un match où chaque détail peut faire la différence, les performances des deux clubs seront scrutées de près. L'arbitre international Ousmane Diakhaté dirigera le choc de ce dimanche. Il sera assisté de Modibo Samake et Amadou Beguissé. Baba Sissouma, journaliste. Ousmane Diakhaté Kolina est fier de sa personne par rapport à l'application du règlement et je crois que cet aspect peut être très important pour lui pour maintenir les équipes dans un carcan et les prouver que c'est moi le patron, mais je suis un patron qui applique la justice et qui
qui n'applique pas une justice à double vitesse. Que ce soit le Djoliba AC pour préserver son statut de leader ou le Stade malien de Bamako pour frapper un grand coup, chaque équipe sera poussée à donner le meilleur d'elle-même cet après-midi au Stade Mamadou Konaté. Une rencontre à suivre sur la radio nationale du Mali et son réseau synchronisé. Vous l'aviez dit, Famorou Djorté est bien le classique du football malien. Stade malien, Djoliba AC a été longtemps le théâtre de rivalités passionnées et d'affrontements épiques. Ces deux clubs emblématiques de Bamako ont marqué l'histoire du football malien avec leur palmarès impressionnant et leurs supporters fervents. Mais aujourd'hui, ce derby a perdu une partie de son éclat d'antan. On vous retrouve pour en parler. Ce dimanche, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC s'affrontent dans un duel qui, sur le papier, revêt un caractère historique. Ces deux clubs qui dominent le paysage footballistique malien depuis des décennies ont une rivalité bien établie, symbole de passion et de fierté pour leurs supporters. Djibril Traoré, journaliste. Depuis les premières heures de l'indépendance, ces deux clubs, quand ils se rencontrent, c'est indécis, quelle que soit la forme de l'un ou de l'autre. C'est dire simplement que les choses n'ont pas changé dans ce cadre-là. Cependant, malgré l'importance de cette rencontre, le spectacle sur le terrain semble moins prometteur qu'auparavant. Baba Sissouma, journaliste. Sur le terrain maintenant, on sent quand même que le classico perd de sa valeur. Le classico perd de son spectacle. Djibril Traoré, journaliste. Les acteurs ont changé, les talents ont changé. Ça joue sur le niveau du derby. Ce n'est plus comme avant, au moment où les Bourama Traoré, les Yaba, les Dioufolo, les Lassim Soumaoro, les Drissa Traoré Poker, les Ilyas Oumar Diko jouaient. Et tant d'autres, les Ousmane Guilo, les Mokhtar Sidibé, les Modibo 10, j'en passe. C'était un moment phare dans le football malien, mais ce n'est plus le cas. Le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC incarnent l'essence même du football à Bamako, voire au Mali. Deux géants qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football malien. Leurs confrontations ont souvent été le théâtre de rencontres mémorables, où l'intensité et l'émotion étaient à leur comble. Djibril Traoré, journaliste. Tant la rivalité était grande, tout le monde était pressé à ce que le jour du match arrive. Et les journalistes, les reporters, les transmettaient que nous étions, les supporters, tout le monde. C'était tellement succulent. C'était ça le derby. Force est de constater que ces dernières années, la ferveur et la qualité du jeu ont quelque peu diminué. Le classico malien semble avoir perdu de son lustre et le niveau de compétitivité des deux équipes est devenu sujet à débat. Baba Sissouma, journaliste. Sans vous mentir, aujourd'hui, le classico, c'est comme un match ordinaire. Mais il y a toujours cet engouement, cette adversité des frères ennemis. Ça, c'est le piment de la sauce. Djibril Traoré, journaliste. Avant, c'était l'amour du club. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est vrai, il y a le nom derby, mais ce n'est plus comme avant, hélas. Le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC, bien que toujours plein d'ambition, ont connu des saisons contrastées, ce qui a eu un impact sur l'engouement autour de ces rencontres. Les dernières confrontations entre ces deux clubs rivaux n'ont pas été à la hauteur de leur histoire, avec des matchs souvent marqués par des erreurs défensives et un manque d'intensité. Pour le match de ce dimanche, les deux équipes ont l'occasion de redorer leur blason. Les joueurs sont conscients de l'importance de ce derby et les entraîneurs doivent trouver les clés pour galvaniser leurs troupes. Les supporters, quant à eux, gardent espoir. Ils rêvent d'un match vivant riche en émotions qui rappelle les grandes heures du plus grand derby de Bamako. Il est donc temps pour ces deux géants de se relever et de raviver la flamme de leur rivalité pour redonner au plus grand derby de Bamako son véritable éclat. Focus Santé. Focus sur des maladies dites rares. Nous nous intéressons au cas de 3 jeunes qui souffrent de différentes pathologies. Les 2 premiers font des crises épileptiques à répétition. Le 3e a des difficultés à la marche. L'équipe de recherche sur les pathologies génétiques au Point G, en collaboration avec l'Association des maladies rares, enregistre plus de 2000 personnes soupçonnées d'avoir des maladies rares. Entre douleur et pitié, nos 3 jeunes se battent contre la maladie. Koumba Sissé nous en parle. Oumou Diallo, Adaman Goïta et Moustapha Foufana, voilà des jeunes qui souffrent tous des maladies dites rares. La première patiente est âgée de 16 ans. Elle est tombée malade depuis qu'elle avait 2 ans. Oumou est secouée par des crises épileptiques. La maladie a même impacté sa vision. Au moment de notre visite, elle était souffrante. Malgré tout, elle s'est débrouillée à lancer son cri de cœur. Je fais des crises et je tombe. Je vous prie d'aider ma grand-mère à me soigner. Assiton Kouyaté, grand-mère à Oumou. Nous avons commencé par le traitement traditionnel et celui du paludisme, mais en vain. Finalement, au Point G, les médecins ont dit qu'elle souffre d'épilepsie. Concernant sa vision, quand elle était en 2e année, c'est son maître d'école qui nous a signalé qu'elle ne voyait pas bien. Nous avons été à l'IOTA. Elle porte des verres correcteurs. Malgré tout, le problème persiste.
Bané Maïga, médecin traitant. Oumou Diallo, quand elle nous est venue, on a fait des analyses poussées qui nous ont permis de diagnostiquer un syndrome de no-blotch. C'est un syndrome neurodéveloppemental qui affecte l'enfant depuis sa naissance, qui est causé par un gène. Et les deux parents doivent être porteurs du gène défectueux pour que l'enfant ait la maladie. Notre deuxième patient, unique garçon de sa famille, du nom de Mustapha, a une trentaine d'années. Il fait aussi des crises épileptiques à répétition. C'est pourquoi il est tout le temps blessé. Mustapha a un problème de locution, de croissance et psychiatrique. Malado Bari, maman de Mustapha. La maladie de Mustapha a commencé quand nous étions couchés. Il s'est levé et a commencé à faire des convulsions. Il fait tout le temps des crises. On pensait qu'il souffrait du paludisme, mais les médecins ont dit que sa maladie est dans le cerveau. Depuis que nous avons commencé le traitement, les crises ont diminué. Bané Maïga, médecin traitant. Nos résultats préliminaires, on a vu que Mustapha souffrait d'un syndrome extrêmement rare, dans le sens où ça a été décrit chez moins de 30 personnes dans le monde entier. Donc, on appelle ça le syndrome d'Alzheimer. C'est aussi un syndrome neurodéveloppemental comme pour Oumou. Si les deux patients ont tous des problèmes neurologiques, Adama Goïta, quant à lui, souffre d'une anomalie qui affecte ses muscles. À 21 ans aujourd'hui, la maladie a joué sur sa mobilité. Adama Goïta, personne atteinte de la maladie rare. Étant assis, je ne peux pas me lever tout seul sans m'appuyer sur quelque chose. Je marche sur la pointe des pieds. Je suis tout le temps déséquilibré et je tombe facilement, surtout devant mes camarades. C'est pourquoi je sors rarement. Bané Maïga, médecin traitant. M. Goïta nous a été adressé lui aussi pour des difficultés à la marche. Quand on l'a vu, on l'a examiné, on a conclu à une myopathie, une maladie des muscles squelettiques. Cette maladie se manifeste à tout âge, en fonction du type. Dans le cas de Goïta, la maladie a commencé à se manifester relativement tard. C'est à la fin de l'adolescence qu'il a commencé à avoir les premiers signes. Seulement, l'analyse génétique nous permet d'aller dire précisément voici le type de myopathie que M. Goïta a. À ce jour, on n'a pas encore le résultat génétique. On a envoyé les échantillons pour séquençage et on attend. L'équipe de recherche sur les pathologies génétiques, en collaboration avec l'Association des maladies rares au Mali, accompagne ces patients dans leur prise en charge. Bani Maïga, médecin traitant. C'est leur faciliter l'accès à certains médicaments dont ils ont besoin au quotidien. Ils leur permettre d'avoir accès à un médecin spécialisé. C'est le traitement à vie, surveiller l'évolution de la maladie et veiller à ce que les complications soient gérées. Au total, nous sommes à plus de 600 familles où on soupçonne une maladie rare. Maintenant, pour le nombre total de patients, on a plus de 2000 patients. Derrière ces maladies rares se cache l'inconvénient des mariages consanguins, c'est-à-dire le mariage entre deux personnes biologiquement apparentées. Donc, pour éviter que les enfants ne souffrent de ces maladies rares, les parents doivent faire le bilan pré-mariage pour savoir s'ils sont compatibles ou pas. On revient sur ce communiqué de presse. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a appris avec préoccupation sur certains réseaux sociaux des témoignages selon lesquels certains détenteurs du nouveau passeport biométrique de la République du Mali, passeport AES, ont rencontré des difficultés administratives lors des formalités de voyage auprès de certaines missions diplomatiques et postes consulaires. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile précise qu'à ce jour, il n'a pas été saisi officiellement de difficultés relatives à l'utilisation du dit passeport. Il en est de même du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Toutefois, les deux départements ministériels procèdent à une vérification de ces allégations. En cette circonstance, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rassure l'opinion nationale et internationale que les passeports AES respectent toutes les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI et leur mise en circulation à partir du 29 janvier 2025 a également respecté toutes les procédures administratives de notification officielle préalable conformément aux règles et pratiques en la matière.
En effet, dès le 22 janvier 2025, l'OACI, l'ensemble du réseau diplomatique extérieur du Mali et toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisies du lancement du passeport AES. Cette saisine a été suivie de la transmission des spécimens physiques et le ministère poursuit les interactions avec certains partenaires sur des questions spécifiques liées à leur procédure interne et exigences particulières en vue de lever diligemment toute difficulté susceptible d'impacter négativement la libre circulation des détenteurs de ces passeports. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile invite les détenteurs des nouveaux passeports à le saisir en cas d'éventuelles difficultés. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Moussa Papa Idara. Tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Absi Traoré et Fousseni Sissoko. Mise en ligne Cheikh Abdelaziz de Koulibaly. Réalisation Lassina Keita. Coordination Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. À suivre Rétro 7 d'ailleurs tout à l'heure avec Lassina Keita. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive. Splendide journée dominicale à tous sur le RTM.